Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur le Canon EOS R8 qui vient d'être annoncé, qui est en précommande. Et donc moi j'aime bien l'appeler le R6 Mark II-, parce qu'il y a certaines caractéristiques qui partagent avec le R6 Mark II, et certaines choses qui ne va pas avoir. Et heureusement, parce qu'il est à 1100 € de moins, et donc du coup c'est pas péjoratif de dire R6 Mark II-, c'est que pour 1800 €, on va avoir un appareil photo qui est vraiment très bien, qui est surtout bien pour une chose, mais bon, comme il partage des caractéristiques avec le R6 Mark II, il y aura plein de choses intéressantes dessus, mais surtout pour 1800 €, avoir le 60 images par seconde en plein format, en oversamplé, ce sera quelque chose de vraiment très intéressant. Alors est-ce que ça met KO Sony ou Panasonic pour autant? Je ne pense pas, parce que suivant ce que vous allez aimer, ce qui va vous intéresser dans la vidéo, vous allez trouver des intérêts à avoir le R8, le A7 IV ou le Panasonic S5 Mark II. Et donc dans cette vidéo, on va voir les caractéristiques du R8, et à la fin je ferai une petite conclusion sur ce qui va manquer par rapport au R6 Mark II, et l'intérêt que va avoir aussi l'appareil photo, mais on en parlera aussi avec les caractéristiques que je vais vous montrer ici. J'ai failli dire spécification, qui est un mot anglais. Donc voilà, si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à aller sur une autre vidéo, et si ça vous intéresse, et si vous voulez mon avis là-dessus, et c'est parti pour la vidéo. Donc on est sur la fiche de caractéristiques du Canon EOS R8 que vous pouvez trouver sur le site Canon, donc Canon France de base, parce que je sais que sur certains sites c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc on arrive ici, on a les trucs de base, donc fonctionnement de 0 à 40 degrés, 85% d'humidité. C'est ce qui est basiquement standard, c'est pas pour ça qu'il marchera pas en dessous et au-dessus, c'est juste que c'est la plage de performance qui a été, où l'appareil photo a été calculé pour. Donc Canon ne pourra pas assurer que votre appareil photo marchera, et si vous avez des problèmes avec, et que Canon est au courant que vous avez fait ça dans certaines conditions, et ce sera un petit peu problématique. Donc l'appareil photo est plutôt petit, en fait c'est un gabarit de RP modernisé pour avoir un look d'aujourd'hui. Et l'appareil photo est très léger, donc pour ceux qui apprécient ça, il fait 461 grammes avec la carte et la batterie, comme c'est marqué ici, donc je ne fais que lire. Le R6 Mark II, c'est dans les 650 grammes, je crois que c'est 639 ou un truc dans le genre. Donc voilà, c'est plus léger, et c'est vraiment plutôt pas mal de ce côté-là. En termes de caractéristiques, on a le même capteur que le R6 Mark II, mais on verra plus loin qu'il n'est pas stabilisé. Ça, c'est un désavantage et un avantage, et on va voir ça plus tard dans la vidéo. En ISO, on est exactement sur ce que fait le R6 Mark II, voire même le R3, donc on est jusqu'à 102 400 ISO en photo. En vidéo, on est jusqu'à 25 600 ISO, où ça peut aller jusqu'à 102 400 ISO, et en photo, on va jusqu'à 204 800 ISO. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on a sur un R3 au final. La vidéo va jusqu'à 60p en 4K plein format, comme je l'ai dit, suréchantillonné, donc c'est la meilleure qualité de 4K qu'on pourra avoir sur ce capteur 24 millions de pixels. On a la Full HD 180 images par seconde, on a un viseur électronique de 2,36 millions de points qui a l'air d'être le même que sur le R7. On a une seule fente de SD, on en aura deux sur le R6 Mark II. Voilà, donc c'est un des avantages, et ce sera placé au niveau de la batterie. L'appareil photo est résistant aux intempéries, donc il est tropicalisé, mais c'est dit que c'est tropicalisé à un niveau plus faible que le R6 Mark II, qui lui-même a un niveau plus faible que le R5, qui lui-même a un niveau plus faible que le Canon EOS R3. Donc voilà, il y a une hiérarchie comme ça, mais c'est quand même pas mal qu'il soit résistant aux intempéries, ça peut toujours servir. Moi, mon conseil, c'est juste de faire attention de bien sécher votre appareil photo, parce que c'est de la tropicalisation, c'est pas waterproof, donc il se peut que ça puisse corroder l'intérieur de votre appareil photo, même avec les joints, ou même par capillarité, quand même finir par passer les joints. Donc faites attention à ça. Moi j'utilise je sèche normalement l'appareil photo, et pour être sûr qu'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, et j'utilise une petite poire au niveau où il y a les jointures sur le châssis. Donc ça peut, ça peut permettre d'évacuer l'eau. Ce qui est marrant, c'est que je possède un R3, et sur le R3, les tolérances de fabrication sont tellement faibles que l'eau n'arrive même pas à rentrer au final, donc c'est vraiment très bien de ce côté-là, et c'est peut-être pour ça que le R8
a, comment dire, une moins bonne tropicalisation, c'est que les joints sont à l'intérieur et que l'eau peut aller à l'intérieur. De mon expérience, le R6, il fallait quand même que je souffle pour sortir l'eau des joints, ce qui n'est pas le cas par exemple avec le R3. Le problème que je vais avoir cependant, c'est que il n'y a pas d'optique bas de gamme qui est tropicalisée chez Canon. Chez Nikon, chez Panasonic, Sony, c'est pas forcément le cas, mais sa moyenne gamme, elle, est tropicalisée. En fait, ça dépend des objectifs et de quand ils ont été fabriqués. Par exemple, le 55 Zeiss n'est pas vraiment tropicalisé parce que c'est un des premiers objectifs Sony, mais on n'est pas là pour parler de ça. C'est juste que ce qui est dommage, c'est que pour avoir un ensemble tropicalisé, donc vous ne pourrez pas le faire avec l'optique de kit, par exemple. Il faudra faire attention. Donc c'est un petit peu dommage, vous n'aurez pas un appareil photo qui est tropicalisé, à part si vous utilisez des optiques L. On a les fonctions d'HDR et d'HDR PQ en photo et en vidéo. On a donc ça, l'interface utilisateur. Je pense que c'est les indications que vous pouvez retrouver dans les menus Canon pour vous aider si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. On a ça depuis, comment dire ça, quelques temps maintenant, de plus en plus sur les appareils photo, et c'est assez intéressant. La sensibilité AF est de moins 6,5 EV ou IL, donc c'est la même chose que le R6 Mark II. Le R3, c'est un petit peu plus élevé, je crois que c'est 7,5, sauf que c'est calculé avec une optique 1.2, et c'est moins réaliste que sur, par exemple, Sony et Nikon qui font ça avec des optiques f2. Donc voilà, c'est une chose à savoir. Dans mes tests, je trouve que c'est quand même un petit peu moins sensible que certains autres autofocus, mais voilà, c'est juste dépendant du style d'optique et de l'ouverture qu'elles auront, donc voilà, c'est peut-être pas à prendre en compte au pied de la lettre, puisque moins 6,5 IL, ce sera juste avec les optiques f1.2. On a 40 images par seconde, comme sur le R6 Mark II, avec un capteur qui est le meilleur de cette gamme. On est sur un rolling shutter qui est équivalent ou un petit peu supérieur au R5, c'est à peu près la même chose, donc c'est plutôt pas mal, et c'est meilleur que le capteur du A7 III, du Panasonic S5 Mark II, même du A7 4 et même du A7R5, mais bon, c'est une gamme au-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Cependant, il reste qu'il y a du rolling shutter, on peut pas, comment dire ça, oublier ça, et donc pour le sport, ça peut être problématique pour les choses vraiment très très rapides, genre tout ce qui est genre raquettes, toutes les choses dans le genre, donc il se peut quand même que vous voyez le rolling shutter, mais ce sera beaucoup mieux maîtrisé que sur d'autres appareils photo. Mais si vous voulez pas du tout de rolling shutter, vous avez la prise de vue mécanique qui sera à 6 images par seconde. Donc là, ça le sépare vraiment du R6 Mark II qui a 12 images par seconde. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est au plus bas, et donc plus bas même que le Panasonic S5 Mark II qui en mode AF continu, donc cerveau, chez Canon va être à 7 images par seconde. On a aussi le mode Rafale RAW, encore une fois en électronique, mais c'est que possible en électronique. Donc ça vous fait un fichier compact où vous pouvez retirer vos RAW dessus, et l'intérêt que ça a, c'est que ça bufferise des images avant que vous déclenchez un certain nombre, et à partir du moment où vous appuyez sur le déclencheur, eh ben, une action que vous avez manquée sera probablement dedans si vous allez quand même assez vite à déclencher, donc ça peut être quelque chose de très intéressant. Ça a un avantage et un inconvénient, c'est juste que vous n'avez pas directement vos RAW, mais du coup ça prend moins de place, et du coup vous pouvez voir les RAW que vous voulez exactement. Il faut prendre le temps d'aller dans ce fichier. On a les codecs H.264, H.265 sur l'appareil photo, donc c'est basique chez Canon, surtout pour le R6 et le R6 Mark II, donc on va voir ça juste après, même si le H.265 c'est ce qui est utilisé aussi sur le R3 pour certains des modes un petit peu plus élevés, à part le RAW. On a la compensation de la variation de mise au point qui a été inaugurée sur le R6 Mark II, que j'attends toujours sur le R3, donc voilà, c'est bien de ce côté-là. Comme Sony ou Canon font des optiques faites vraiment pour la photo, et ben, ça permet d'avoir des transitions de mise au point qui sont moins distrayantes, dans le sens où l'optique va zoomer. Parce qu'une optique, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'elle est calculée à l'infini, et certaines optiques vidéo, surtout les optiques vidéo, sont faites pour ne pas, rester en fonction de leur mise au point à la même focale, mais la plupart des optiques photo, quand on prend des photos et on s'en fiche un petit peu, et ben elles vont zoomer ou dézoomer dans l'image lorsque vous faites la mise au point de près, donc ça va recadrer au zoom maximal qui est opéré sur l'objectif en fonction de la mise au point, et donc même si ce sera plus serré, par exemple sur le A7 IV, j'utilise cette fonction
et j'ai plus un 20 mm, j'ai un genre à 24 mm ou une chose dans le genre, et ben bah, ça permettra d'avoir quelque chose quand même d'assez intéressant de ce côté-là, et donc ça vous donnera des transitions qui sont bien plus douces au final. Donc je vais passer ça, on a le Wi-Fi, le Bluetooth, on a la capacité de faire du live streaming, il faut juste faire attention, parce que c'est potentiellement une caméra, voire même c'est vraiment une caméra, enfin un appareil photo, qui va surchauffer plus vite que le R6 Mark II, puisque le boîtier est plus petit, et étant fait sur base de RP, il est évident qu'il n'a pas forcément été fait, et donc c'est une contrepartie de payer 1100 € de moins, pour comment dire ça, évacuer la chaleur de manière optimale. On a le Dual Pixel Mark II, comme on l'avait bien évidemment depuis le R5 et le R6, et on a les applications comme Camera Connect, qui vous permet de charger vos photos sur votre téléphone, ou de pouvoir utiliser l'appareil photo avec votre téléphone, et on a Image Canon qui vous permettra de stocker sur le cloud, notamment des photos. Voilà, il y a d'autres fonctions en plus, mais j'ai jamais vraiment utilisé cette application. Du coup, on arrive là vraiment sur les caractéristiques. On a donc bien évidemment un CMOS plein format de 24,2 millions de pixels qui est ramené à 24,2 millions de pixels. Donc ça c'est les pixels de base. Donc voilà, il y a tout un calcul qui fait qu'on ne garde pas tout ça au final. On a un rapport d'aspect de 3,5, donc un basique on va dire pour un capteur plein format. On a un filtre passe-bas. Donc voilà, c'est assez intéressant, surtout pour le nettoyage de capteur. Il n'y a pas le rideau qui se met devant, mais si vous avez déjà vu mes vidéos, je suis pas forcément fan de ça. Donc moi je le mets quand même sur mon Canon EOS R3, mais pour moi la raison qui fait qu'un Canon a un capteur toujours plus propre qu'un Sony ou que d'autres choses, c'est que le revêtement, notamment sur le filtre passe-bas, il est bien meilleur que sur les Sony. D'ailleurs, Sony change son système de nettoyage à chaque appareil photo, parce qu'ils n'y arrivent pas, donc investissez dans les traitements. Mais vraiment, quand on regarde un capteur Canon, dans les exemples, on voit vraiment les poussières qui tombent lorsque le capteur vibre pour avec le système de nettoyage. Et donc, pourquoi je suis pas forcément fan de l'obturateur qui se ferme? Parce que la poussière, elle arrivera forcément sur l'obturateur, ou devant. Donc vous pouvez lire, il y a un certain nombre de poussières qui restera devant. Mais lorsque vous remettez votre objectif, parce que c'est pour changer d'objectif, hein, normalement, vous faites ça, il y a toujours une partie de la poussière qui reste. Et donc, lorsque vous levez l'obturateur, comme le capteur est électronique, enfin, il utilise l'électricité, il est forcément magnétique. Et donc, il attire la poussière, et vous l'aurez au final quand même sur le capteur. Et donc, pour moi, c'est plus le nettoyage intégré dans l'appareil photo qui fait vraiment bien son travail. Après, ce qui est bien lorsque vous mettez l'obturateur fermé, c'est que si vous êtes dans une situation compliquée, vous savez qu'il y a des choses qui peuvent abîmer le capteur, peut-être que abîmer l'obturateur, ce sera mieux, puisque à changer un obturateur, c'est moins cher qu'un capteur au final. Voilà, tout simplement. Donc un filtre de couleur primaire, donc matrice de Bayer, et comme je vous l'ai dit, on n'a pas de stabilisation sur le capteur. Donc on a un processeur DigicX, comme on l'avait sur le R5 et le R6, on a la monture RF, et donc ce qu'ils disent, c'est que bien évidemment, on a l'adaptateur qui permet d'utiliser les EF et les EFS. Et voilà, les autres optiques mirrorless EFM ne sont pas compatibles bien évidemment sur cet appareil photo, donc distance focale, comme c'est un plein format, on est à x1,0, parce que aussi bien le moyen format que la PSC se basent sur le plein format pour calculer les focales. Voilà. Hop. Donc on a le Dual Pixel CMOS AF Mark II, donc on est en 100% horizontal et 100% vertical, mais si vous activez le suivi, vous n'êtes plus qu'à 90 en vertical. Donc le seul problème, c'est que oui, sauf que pour moi Canon, ils sont beaucoup plus, comment dire ça, les collimateurs qui sont faits au milieu, même si c'est normalement basés sur le capteur, sont plus sensibles que ceux sur les côtés. Et donc ça, c'est prouvé aussi par la sensibilité. Lorsqu'on arrive à f11, les objectifs vont recadrer, comment dire ça, l'autofocus sera juste sur le cadrage au centre. Et donc ça semble prouver que même si c'est 100%, Canon ne vous dit pas que la sensibilité sur les côtés du capteur est moins importante que au centre. Donc c'est pas toujours, enfin c'est 100%, mais pour acquérir une cible, c'est pas forcément toujours intéressant. Vous pouvez faire le test, hein, vous essayez de suivre un truc sur le côté
de votre capteur, ce sera beaucoup plus facile de commencer au centre. Mais il en reste que on peut éventuellement faire l'autofocus beaucoup plus large que par exemple, enfin plus large que sur un Sony qui est à 94%. Donc voilà, on a une plage de fonctionnement de 6,5 à 21, donc voilà, l'autofocus ne marche pas aussi quand il y a trop de lumière, donc faites bien attention à ça. Par exemple, s'il éblouit, préférez la mise au point manuelle, notamment en vidéo. On va avoir les modes habituels, One Shot, AF Servo et AI Focus. AI Focus qui est normalement un mode mixé entre les deux que je conseille pas parce que il est censé tout seul choisir ce qui est bon au moment, et il choisit généralement pas ce que vous voulez. Donc mettez-vous soit en one shot, soit en AF Servo. Mais moi, de mon expérience, si vous n'utilisez pas le déclencheur pour faire la mise au point et que vous utilisez un autre bouton, le one shot est plus ou moins inutile parce que avec l'AF Servo, vous pouvez arrêter de faire l'autofocus quand vous voulez, donc ça fait l'effet du one shot. Donc on a les 1053 zones AF disponibles. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que voilà, ça reste. Et donc Canon a bien fait exprès le système AF avec le plus de collimateurs, mais au final, quand on est sur un dual pixel qui prend chaque pixel pour faire l'autofocus, en théorie, on n'a pas besoin d'avoir un nombre de zones. C'est juste qu'il a été mappé comme ça, mais il n'y a pas. Vous pourrez en avoir 2000 ou même plus là-dessus. Donc voilà. Tac, tac, tac. Donc voilà. Je vais un peu passer là-dessus. Donc sur le suivi, on a les personnes, donc les yeux, le visage, la tête, le corps. Donc vraiment très très bien. Hein. C'est une des meilleures détections qui existent chez Canon, même si des fois je trouve que l'AF est perfectible en termes de détection. C'est vraiment très très bon. Animaux, par contre, ils font pas encore les insectes et certains animaux ne sont pas forcément très très bien reconnus par l'appareil photo. Et puis voilà. Mémorisation de l'AF. Voilà, donc on va passer au-delà de ça. Hein. Vous pouvez toujours, bien évidemment, revenir sur les caractéristiques. Je préfère rester sur ce qui sera vraiment plutôt intéressant et ce qui se séparera aussi d'autres appareils photo. Donc l'exposition. Ce qui est marrant, c'est que l'autofocus peut ça aller plus loin que la mesure de l'expo en termes de ce qu'il vaut. Après, on n'a pas forcément besoin d'autant. Et puis voilà, donc automatique, il y aura tout ça, obturateur. Voilà, et alors. Il y a un truc intéressant ici à savoir, c'est que l'obturateur mécanique n'est pas complètement mécanique. On ne peut pas avoir l'obturateur mécanique complet. On est obligé d'avoir l'obturateur premier rideau électronique. Ce qui, chez d'autres marques, est intéressant parce que, par exemple, ça fait moins de ce qu'on appelle de choc d'obturation, comme on a sur le A7 IV, et que je n'aime pas du tout. Et donc, je ne sais pas si l'obturateur est le même que sur les R6, donc le déclencheur électromagnétique. Ah non, donc ça c'est le bouton. Donc je ne sais pas si l'obturateur est vraiment doux, mais ça adoucit à mon avis l'obturateur qui sera quand même pas d'aussi bonne qualité que sur un R6 Mark II ou un R5 qui sont vraiment très très bons. Voilà, ils sont très très doux, c'est un des plus doux qui existent avec Fujifilm. Mais Fujifilm, comme c'est de la PSC, voilà, on a un gros avantage chez Canon de ce côté-là, et donc on n'a que 1/4 millième de seconde en obturation mécanique. Par contre, on a les 1/16 millième de seconde comme sur le R3 lorsqu'on est en électronique, donc ça passe plutôt bien de ce côté-là. Et puis voilà. Donc balance des blancs, voilà le truc habituel. Donc on va passer au viseur, donc type OLED de 0,39 pouces, donc c'est pas les viseurs les plus qualitatifs. À savoir que plus l'écran, donc le capteur qui sert à visionner est grand, et bien évidemment plus la qualité perçue est mieux, même à définition égale de toute façon. Donc on a un 2,36 millions de points, ce qui commence un peu à faire dater aujourd'hui, mais c'est la même chose qu'on a sur le R7, donc si vous êtes habitué à ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais vous voyez que ça couvre pas du tout même le Full HD, donc en fait vous ne verrez pas tous les détails dans votre photo. Donc à savoir que maximum maintenant sur Canon, sur le R5 et le R3, on est à 6,54 millions de points, donc ça fait beaucoup plus que ça. Donc la couverture est de 100%, bien évidemment comme on est sur un hybride, et le grandissement est de 0,70, ce qui est pas mal
lorsqu'on était du temps des réflexes, mais aujourd'hui, on est plus, enfin au maximum, on est à 0,90, et de manière générale, on est dans les 0,78. Mais bon, ça se voit pas forcément. Le Canon EOS R5 et R3, ils sont à 0,74, et ce qui est intéressant avec le R3, c'est son grand, comment dire ça, son grand œilleton, pardon, qui fait que c'est très confortable pour viser, mais ici ce sera moins le cas parce que l'œilleton est très petit, donc à voir si c'est bien ou pas bien. Le relief d'œil, oui, le relief oculaire comme ils disent, est de 22 mm, donc c'est standard. On a de la correction dioptrique, à savoir que vous pouvez comment dire ça, faire un truc avec les corrections dioptriques. Vous dites c'est pour les gens qui voient pas bien. Si vous tolérez d'avoir un viseur un peu moins défini, vous pouvez augmenter l'agrandissement en allant vers le dioptrie positif. Voilà, c'est un truc qu'il faut savoir, puisque l'agrandissement est à dioptrie, comment dire, à 0, quand le cran est au milieu, au final. Et puis voilà, et vous aurez un viseur plus petit et plus défini lorsque vous allez vers la dioptrie négative. Voilà. Donc performance d'affichage, on a 120 et 60 images par seconde. Et ce qui est intéressant chez Canon, c'est qu'on n'a aucune altération, qu'on passe de 60 à 120 images par seconde, ce qui n'est pas le cas chez Sony par exemple. Donc on a plein de choses ici, je vous laisserai le regarder. Donc l'écran LCD, par contre l'écran LCD n'a pas de downgrade par rapport à celui du R6 Mark II. Donc on est toujours sur 1,62 million de points, ce qui est un standard, on oscille entre je crois 64 et 62. Donc il n'y a que Sony qui fait encore des écrans arrière qui sont moins bons que ça. Et donc là, c'est du tout bon au final. Si vous aimez juste regarder l'écran arrière, parce que ça reste quand même intéressant d'avoir un viseur, hein, parce que ça augmente la stabilité et l'immersion dans l'image. Mais bon, vous faites ce que vous voulez au final. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant en plus à voir ici ? Donc on a des réglages, et puis voilà, on a le mode flash, ce qui m'intéresse en général pas beaucoup, je m'y mettrai peut-être un jour, mais là on va pas regarder ça. Photo film, voilà, donc on a plein de choses habituelles, je vais passer rapidement ici, voir s'il y a des choses intéressantes. On va voir la prise de vue en continu, donc voir un peu comment le buffer marche. Donc max 6 images par seconde, premier rideau électronique, on a plus de 1000 images, voilà, RAW. Donc en fait le buffer à 6 images par seconde, il est vraiment très très bon. L'avantage de Canon avec son RAW CR3, donc son Canon RAW original version 3, c'est que comme ça a toujours été du RAW compressé chez Canon, sans perte, et ben, les fichiers sont plus petits, et donc ça permet des rafales bien meilleures, et ils gèrent vraiment leur buffer bien mieux que d'autres marques. Par exemple, si vous ne savez pas, et que vous êtes intéressé par exemple par le Panasonic S5 Mark II, il faut faire attention à pas finir le buffer, donc arriver aux 200 images, parce que certes, vous pouvez aller très très vite, 30 images par seconde en RAW non compressé, sauf que pour récupérer vos images, c'est vraiment très très long. Donc là, c'est pas le cas, ce sera un système bien mieux fait, donc peut-être que vous aurez moins d'images, mais ce sera bien mieux parce que c'est mieux géré. Donc à 40 images par seconde, en obturation électronique, on a, comme vous le voyez, 120 JPEG, 56 RAW et 100 CRAW. Ce qui semble assez logique dans un appareil photo comme ça. Peut-être que c'est pour que l'appareil photo surchauffe pas. Parce que je pense que le R6 Mark II fait mieux que ça, mais voilà, 40 images par seconde, voilà. Et après, vous pouvez toujours repasser à 20 images par seconde et récupérer beaucoup plus d'images, donc voilà, ça me semble pas déconnant. Le problème que ça va avoir, hein, si vous faites un calcul rapide, c'est que 56 RAW, ça fait même pas ça fait une seconde et très très peu derrière, une seconde de 15 ou 20, enfin, une seconde un quart, on va dire c'est comme ça. Et en 30 images par seconde, ah oui, voilà, on a le préenregistrement. C'est dommage qu'il ne donne pas aussi, avec le nombre d'images par seconde, inférieur. Donc en rafale RAW, donc comme je vous l'ai dit, avec le préenregistrement, comme c'est indiqué ici, voilà, heureusement que je sais lire. Et là, on a 158 images. Donc moi, je conseille quand même d'essayer de s'arrêter avant.
parce que comment dire ça, le préenregistrement sur d'autres appareils photo, ça marche pas forcément super bien si vous rencontrez la fin du buffer. Alors peut-être que ça marche très très bien ici, mais voilà, faites attention. On a le minuteur intervallomètre intégré, donc c'est quelque chose d'assez intéressant, que fait beaucoup d'autres marques, mais pas tout le monde, donc c'est quand même bien de ce côté-là. Format photo, donc on a le RAW, comme je vous l'ai dit, c'est RAW 14 bits, donc voilà, du RAW compressé, enfin sans perte et du RAW compressé. Et vous allez me dire, c'est RAW non compressé. Canon, voilà, parle de RAW original 3ème édition. Ils n'ont jamais dit RAW non compressé. Les autres spécifient clairement dans leur caractéristiques RAW non compressé. Si Canon ne le fait pas, c'est que c'est pas du RAW compressé. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Nikon ne fait pas de RAW compressé non plus sur son Z9, parce qu'ils ont compris que l'idée de Canon était pas mauvaise de ce côté-là. C'est juste que moi je suis un peu bête, et que quand j'ai du RAW non compressé, je fais du RAW non compressé. Mais j'ai jamais eu de problème, pas trop de problème avec les RAW Canon de ce côté-là. On a JPEG 8 bits et HD bits. Donc le problème du HEIF ou du HEIF, c'est que c'est, pour l'instant, très peu développé. Mais avec 10 bits, ça permet d'avoir quand même beaucoup plus de profondeur de couleur que le JPEG, donc c'est assez intéressant. Par contre, ça n'utilise pas la même façon de s'enregistrer. Ça utilise le YCbCr au lieu d'utiliser le RVB comme fait le JPEG. Donc on verra ça en vidéo un petit peu plus loin. Et donc c'est EXIF 231. Voilà. Donc, hop. Enregistrement simultané, oui. Alors la taille de l'image, là ils ont fait une erreur, puisque j'ai déjà enregistré un peu cette vidéo. Il faut regarder ce qui se passe ici. Parce que là c'est faux, puisque en rapport 3,5, donc capteur complet, c'est de la 6K, donc 24 millions de pixels. C'est donc 6000 par 4000. Sauf que là, en rapport 4 tiers, c'est 6000 par 4000. Alors que en vrai, c'est 5328. Donc les vraies infos sont ici. Donc en 4 tiers, on a moins de résolution horizontale. En 16/9, on a moins de résolution verticale. Et en 1.1, on a moins de résolution horizontale, puisqu'on fait un carré avec un rectangle. Et donc voilà. Bon, moi, j'ai un petit peu des problèmes à directement prendre le recadrage que je veux. Surtout quand le capteur est si peu défini. C'est quand même pas mal, 24 millions de pixels, mais voilà, si on se dit après coup, tiens, j'aurais préféré quand même avoir tous mes millions de pixels, eh ben on peut plus le faire, donc autant le faire en post-prod. Après, certes, ça aurait été bien, ça peut être bien pour certains d'avoir directement le format qu'il faut, mais moi ce que j'aurais trouvé plus intéressant, c'est de pouvoir mettre des guides de cadrage, ce qui n'est pas le cas, au moins en photo. Je sais même pas si Canon a des guides de cadrage en vidéo. Hop, et donc voilà. En tout cas, c'est pas le cas sur le R3. Donc vidéo, on a MP4, donc ce qui est dommage avec le MP4, c'est que qualité vidéo, il n'y a aucun problème, hein, c'est pareil que du MOV, sauf qu'en audio, on est sur du AAC PCM linéaire. On a du... Ouais, du AAC, tac, attends, IPB... Ah oui, ça doit être pour ça doit être pour les enregistrements Olay, mais il n'y a pas de son dessus, donc je sais pas pourquoi ils ont mis le PSM linéaire. Donc en fait, le problème du MP4, c'est qu'on est obligé d'avoir de l'audio 16 bits. Donc si vous voulez de l'audio 24 bits, il faudra utiliser l'adaptateur XLR, par exemple, que j'utilise. Enfin, j'utilise celui de Sony, mais il y en a un spécifiquement pour Canon. Mais de base, les fichiers ne font pas 24 bits comme sur du .mov que ferait Panasonic ou Fujifilm. Donc en taille d'image, on n'a que du 4K UHD, donc pas de la vraie 4K, de la 3840 par 2160, voilà, 2160, au lieu d'avoir la 4096. Je trouve ça toujours plus intéressant, même si on veut faire du 16 neuvième, de faire du 17 neuvième quand on a la possibilité de le faire, parce que, eh ben, on a juste plus large. Donc dans une timeline 16 neuvième, eh ben, ça se remettra en 16 neuvième, et on perdra juste les bords qu'on n'avait pas, de toute façon, dans l'Ultra HD. Donc voilà, on a que du 16 neuvième, c'est un petit peu dommage. Sur le R3 ou le R5, on a dit 17 neuvième, c'est pour ça que je dis ça, et on sera que en IPB. Mais le R6 Mark II n'a pas plus, donc voilà, on a soit de l'IPB, soit de l'IPB léger. Il y aura forcément un compromis à utiliser l'IPB léger. De ce que j'ai vu, ça ajoute un petit peu de netteté pour un peu compenser le manque de détails. Mais après, libre à vous d'utiliser ça. Ce qui est sûr, c'est que ça fera, comment dire ça,
ça fera en sorte que vous ayez beaucoup moins de taille de fichier. Donc ça peut être intéressant. Mais ça peut aussi être pas intéressant pour votre ordinateur. Parce que déjà, si avec de l'IPB, votre ordi a des problèmes, avec de l'IPB léger, c'est probable qu'il aura encore plus de problèmes puisqu'il doit reconstruire des données. C'est ça, hein. L'IPB, c'est comme le GOP, donc Group of Frame, où en fait, toutes les images sont pas calculées. Il y a une image qui est calculée à un moment, une image qui est calculée à l'autre, et en fait, il va que voir les changements dans les images du milieu. Et par exemple, lorsque vous avez votre fichier dans votre logiciel de montage et que vous voulez couper un endroit, eh ben, il va falloir qu'il calcule ce qui manque. Et donc, c'est pour ça que ça pourra prendre comment dire, de la RAM ou de la carte graphique. Et donc, au bout d'un moment, votre ordi ne pourra pas suivre s'il n'est pas récent. Donc voilà, ça peut être un problème d'utiliser ce type d'enregistrement-là. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Du coup, voilà, encore une fois, 59,94 images par seconde en NTSC. Ça peut être intéressant aussi, hein, faites attention, vous pouvez vous dire, bah, j'utilise que du PAL, donc je vais pas utiliser du 60 images par seconde. C'est totalement faux. Il y a un facteur d'accélération. Par exemple, sous Premiere, il faut faire un pourcentage pour revenir. Par exemple, si je suis à 30 images par seconde, je fais 50% du 60p et j'arrive à 30 images par seconde. C'est juste pour me faire un calcul rapide. Mais rien ne vous empêche de passer du 60p à 25p. C'est vous qui faites votre petit produit en croix pour savoir ce que ça fait au final, et ce sera très très bien comme ça. Le seul problème que ça pose, c'est qu'il faut passer le système de NTSC à PAL, oui c'est ça. Et donc c'est un petit peu embêtant, mais vous pouvez quand même utiliser 60 images par seconde et le ralentir en 25 images par seconde. Et donc voilà, vous voyez que tout ce qui est en incrément entier, donc 50 et 25, c'est évidemment le PAL, et le reste c'est le NTSC. Et on n'a pas, comme on l'a sur le R3, de 24 images par seconde, ce que je trouve pas forcément toujours utile, vu que sur les ordi on est en 23,98 et souvent en 59,94. Ce qui est marrant, c'est que sur la télé on est en 50 images par seconde, mais si vous faites que du YouTube, vous n'avez aucun intérêt à utiliser du PAL, c'est surtout pour la fréquence électrique, même si, voilà, si vous ne le saviez pas, vous pouvez faire du 23,98 images par seconde et le faire à 1/50 de seconde en termes d'obturation, et vous ne verrez pas le flickering. Bon, je suis allé un petit peu plus loin, enfin un petit peu trop loin. Donc du coup, voilà, vous voyez tout ce que vous avez tout ce qu'avait le R6 Mark II, donc voilà, c'est un gros intérêt d'avoir le 60 images par seconde en plein format pour 1800 €, donc si vous aimez les ralentis, pour pas cher, ce sera l'appareil photo pour vous. Donc on a aussi du time-lapse. Après, je vais pas raconter de bêtises parce qu'il faut l'appareil photo sous la main pour voir ce qu'il fait. Parce que ça m'étonne que là, par exemple, en UHD 4K, j'ai que 29,97 et 25 en OLED. Et après, on a IPB et IPB léger. Parce que, par exemple, sur le R3, d'ailleurs, je vais regarder dessus 3 secondes. On va regarder ça. Hop. En espérant que je puisse aller assez vite le prendre dans mes mains. Hop. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il a réchauffé, lui? Ouais. Parce que j'étais dehors avec et il fait pas très chaud en ce moment. Et il faut éviter... Oula. Hop, donc, hop, on est en vidéo. Le R3, donc hop. Menu et prise de vue. Donc, c'est dans Timelapse. Alors, c'est où? Ah, il faut que j'enlève le C-Log 3. Il est où? C'est ça qui est dommage. Par contre, le timelapse, vous l'avez, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser le C-Log dessus, ce qui est un petit peu dommage à mon avis, puisque c'est un avantage pour moi d'utiliser surtout du SNQ, donc du Slow and Quick en Quick. C'est que je peux utiliser le S-Log 3 dessus, alors que là c'est du 8 bits 420, ce qui est un petit peu problème. D'ailleurs, je spoil un peu, on le voit juste après. Et on va aller dans Timelapse. Alors, vidéo Timelapse, ouais, donc je vais activer. Mais non, ah merde, j'appuie sur le bouton. Hop. Donc, voilà, et c'est ça qui me semble, c'est que ce qui est marrant, c'est que maintenant on peut choisir.
Et je pense que... Ah, si, voilà, c'est ça. J'ai compris. J'ai compris, enfin. En fait, voilà. Ce que je comprenais pas, c'est pourquoi je voyais pas, moi, autre chose que le 29,97, mais c'est parce que je suis en NTSC sur mon Canon EOS R3. Donc voilà, c'est juste, comment dire ça, 29,97 et 25. Donc si je le mets, par exemple, en FHD, et ce qui est bizarre, c'est que, est-ce que je peux choisir autre chose que ça? C'est ça qui est étrange, c'est comment je fais pour lui dire... Ah, c'est marrant ça, parce qu'il a l'air de pouvoir faire des choses que peut pas faire mon R3. Donc je vais pas me lancer trop là-dedans, mais voilà, c'est bien ce que je pensais. Il fait pas la même chose que le R3. Parce que quand je fais Full HD, j'ai pas le droit de choisir autre chose. Bip par prise. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Faudrait que je vérifie sur le R3, mais on n'est pas là pour ça. Donc voilà, en Full HD, on aura des trucs en plus que je peux pas faire sur le Canon EOS R3. Donc on aurait... Ah, mais non, c'est pas ça. J'ai compris. Voilà. Je croyais que c'était timelapse. Donc voilà, timelapse. Voilà, j'ai fini avec ça. Hop. Merci d'avoir compris, Guillaume. Donc timelapse, on a toujours que le choix entre 29,97 et 25 images par seconde parce que c'est les fréquences obligatoires de l'appareil photo en fonction du PAL et du NTSC, si vous avez compris. Du coup, le problème que ça pose, c'est qu'on ne peut pas choisir autre chose. On ne peut pas choisir 23,98 images. Donc le plus intéressant lorsqu'on est en timelapse, c'est lorsqu'on est en système PAL au final. Et en fait, ce que ça m'oblige à faire lorsque j'utilise le timelapse par exemple sur le R3, donc qui est exactement la même chose au final, eh ben, c'est de comment dire, remettre en 23,98 images par seconde en post-prod, et je crois que c'est genre 90%, 80% du 29,97. Donc voilà. Mais Full HD, moi je croyais que c'était toujours timelapse, c'est le ralenti direct. Donc ce que vous avez, je vais peut-être vous le montrer là-dessus. Ce que vous allez avoir ici en marqué cadence rapide. Allez, vas-y. Hop, cadence rapide en dessous. Et donc ça vous donnera des nouvelles fréquences d'image au-dessus. Donc je mets cadence rapide. Voilà. Et donc en 4K, voilà, j'ai 119,99 images par seconde puisque c'est le R3, et je peux aller jusqu'à 240 images par seconde, voilà. Et donc ici, comme sur le R6 Mark II, on ira, comment dire, sur du 179,82 images par seconde, 119,88, donc voilà, c'est les deux réglages que j'ai ici. Par contre, on l'aura pas en 4K, on l'aura que en Full HD, et donc si je me mets en Full HD, je pourrais avoir à la fois le 240 sur le R3, et le 119,88. Si je passe en PAL, je pourrais avoir 150, 100. Et par contre, il a aussi le 59,94. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils le mettent comme ça. Enfin bref, voilà. On a tout ça disponible en ralenti direct. Hein. On ne peut pas faire... D'ailleurs, Sony est encore le seul à faire ça, me semble-t-il. Je ne sais pas si Panasonic sur leurs appareils photo le font aussi, par exemple le GH6. Mais, comment dire ça, le A7S III peut faire du 120 fps normal. Là, c'est directement ralenti. En passant au-delà de 60 images par seconde, vous serez directement en ralenti. Donc voilà, timelapse en Full HD, donc voilà, c'est la même chose, 29,97, voilà, c'est à peu près la même chose. Le HDR, voilà, donc c'est un truc assez spécial, il faut désactiver pas mal de trucs là-dedans, donc si vous avez des problèmes, c'est que, voilà, il faut se mettre, en fait, c'est assez étrange, parce que là, il va se mettre automatiquement lorsqu'il est en timelapse dans le bon truc, sauf que le Full HD, HDR 16 neuvième, voilà, qui est pas vraiment de l'HDR, c'est ça qui est assez bizarre, c'est un faux HDR, donc dans le sens où il va chercher plus de dynamique dans une image qui est en SDR au final, et ben du coup, si vous mettez pas 29,97 dans vos fréquences, dans votre choix de vidéo, le premier réglage, et ben vous pourrez pas accéder à ce réglage. Donc faites bien attention, il faut aussi enlever le log 3, et puis voilà. Donc on a les filtres créatifs. Ce qui est marrant, c'est que on n'a pas le PQ là-dessus. Bah, apparemment non.
peut-être que si, mais si le HDR-PQ est mis là-dessus, ils l'ont pas mis, qui est d'ailleurs en BT 2100, le HDR-PQ. Donc échantillonnage des couleurs, donc voilà, c'est là où on rentre dans le fait que, si vous ne le savez pas, le YCB-CR, donc c'est un échantillonnage différent de la photo ou du RAW en vidéo, c'est que c'est pas du RVB, c'est du YCB-CR. Donc en fait, ça calcule, séparément la chrominance et la luminance, et donc c'est pour ça qu'on a 4.2.2 ou 4.2.0, voilà, et la profondeur de couleur. Ça a été fait lorsqu'on a commencé à avoir des téléviseurs couleur en même temps que des téléviseurs noir et blanc pour pouvoir avoir une image noir et blanc sur l'autre, mais quand même que le système comprenne la couleur et que ça marche et qu'on ait des informations qui soient viables à la fois pour la couleur et pour le noir et blanc, et on a gardé ça aujourd'hui. Et donc voilà, et donc l'échantillonnage 4 correspond, d'ailleurs on pourrait mettre 4 et 4, puisque ça c'est sur une grille de 4 et 4, donc un tableau de 4 et 4, donc 4 sur une colonne de 2, et donc le 4 c'est l'information complète, 2 c'est une information de 50%, et 0 c'est pas d'information. Donc 4, 2, 0, en gros ça veut dire qu'en luminance on est à 100%, et en chrominance on est à 25%. C'est un petit peu plus compliqué parce que le calcul est pas du RVB, et donc la couleur qui reste est dupliquée sur l'absence de couleur. Et donc 4.2.2 c'est 50%, donc c'est mieux. Voilà. Et donc le mieux serait 4.4.4 où on aurait 100% de luminance et 100% de chrominance. Et donc ce qui va être dommage ici, c'est qu'on a, et c'est pas indiqué ici, 4.2.2 10 bits, mais seulement en C-Log 3, pardon. Oh là là, j'ai parlé de Sony. Et pour le reste, on sera à part en HDR-PQ, mais je suis pas sûr que l'appareil photo soit capable de le faire. On n'aura que du 4.2.0 8 bits, ce qui est dommage parce qu'on ne peut pas quand même retoucher un petit peu ces couleurs sans avoir des problèmes. Si on veut pas faire du log, ce sera log ou rien si vous voulez avoir 4.2 10 bits. Voilà, c'est un petit peu dommage. On a le C-Log 3, qui n'est pas le meilleur log Canon malheureusement. Le meilleur log c'est le log 2, mais on s'attendait pas sur une caméra, enfin moi je m'attendais pas sur une caméra aussi peu chère à avoir du Canon log 2. Et donc le désavantage que ça aura, c'est surtout dans les basses lumières. Donc on aura une dynamique plus faible que par exemple sur un log Panasonic, sur un Vlog ou sur un S-Log 3, ou même sur un F-Log 2, alors que c'est des APS-C, mais bon, le log est un peu différent que, la dynamique sur un capteur photo. Et puis voilà, en fait c'est les noirs qui seront impactés, mais par contre les couleurs sont très bonnes, c'est du Canon, et puis on a le cinéma Gamut qui détecte beaucoup de couleurs, même celles qu'on ne voit pas, et donc apparemment c'est très intéressant de capter des couleurs qu'on ne voit pas. Donc la durée de vidéo, c'est là où ça va être moins bon que le R6 Mark II, boîtier plus petit, surchauffe plus rapide, donc Mac d'enregistrement continu, disponible 2 heures. Alors ça doit être branché parce que, à mon avis, la batterie qui est dessus, qui est la batterie du RP, donc la LPE 16 je crois, c'est celle qui assure les appareils photo bas de gamme Canon, qui était sur le RP aussi. Mais du coup, on aura moins de durée d'enregistrement. Vous dire combien, je sais pas, mais voilà, ce qui était intéressant sur le R6 Mark II, c'est qu'avec leur nouvelle façon de gérer leurs écrans, ces appareils photo-là ont une autonomie équivalente à Sony ou même Fujifilm, qui ont le même. Maintenant, elles ont toutes le même type de batterie, du truc genre 2200 mAh en 7,2 volts. Mais là, la batterie est plus petite, donc on a des performances moins élevées, et on a la surchauffe qui arrivera plus vite. Donc voilà, vous voyez tout ce qu'il y a ici. Fichier non limité à 4 Go, parce que c'est le formatage des SD qui imposait ça à la base, puisque c'était du format FAT32 au lieu d'être du exFAT. Et donc le problème de FAT32, c'est que, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas enregistrer plus de 4 Go, donc c'est pour ça que les fichiers étaient découpés en 4 Go. Et puis voilà. Donc, vidéo à fréquence d'image élevée, donc voilà, on a bien vu tout à l'heure, forme de vidéo, nanana, divisé par 6, voilà. Attends, il y a un truc que je veux voir. Enregistrer sous forme. Parce que ce que j'ai pas dit, le problème de Canon sur l'enregistrement à fréquence d'image élevée, qui est ralenti 6 fois,
bah, c'est que c'est ralenti, oui c'est ça, donc c'est en 30 images par seconde. Vous n'avez pas le choix. Sur chez d'autres fabricants, par exemple Sony, vous pouvez choisir 23, enfin le comment dire ça, le nombre d'images de base, merci, et vers quoi ça va. Donc si vous voulez du 23,98 images par seconde, bah, ça fera le ralenti vers 23,98 images par seconde. Sauf que là, bah non, vous êtes tout le temps obligé d'être en 29,97 ou 25 images par seconde si vous êtes en PAL. Donc ça veut dire que, comme pour le timelapse, vous allez être obligé en post-prod surtout en NTSC, donc ça vous concernera peut-être pas au final, de remettre la vitesse de la, comment dire ça, dans la timeline que vous voulez au final. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Si vous voulez faire du 50 images par seconde par exemple, il faudra donc appliquer la conversion de 25 à 50, donc faire x2, voilà, ou 200%. En théorie, ça n'abîme pas les fichiers, mais voilà, c'est un petit peu dommage de ce côté-là, c'est un truc qu'il vous faut vraiment savoir. Maintenant, on va voir la chose la plus intéressante pour certains, le débit binaire. Donc on a le débit binaire lorsqu'on est pas en log et pas en HDRPQ. Bah voilà, il montre qu'il y a de l'HDRPQ alors qu'il ne le met pas dans les spécifications, dans les caractéristiques. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue pour vous, même si elle l'est, mais bon, il faut vraiment rentrer dans les détails. Quand je teste un appareil photo, je fais des vidéos comme ça avant pour pouvoir avoir un point de référence ou que vous puissiez voir, puisqu'on ne fait pas souvent ce genre de vidéo qui est rébarbative, mais voilà. Donc, en fait, lorsque vous êtes en log, vous voyez qu'il y a toujours plus de débit. Voilà. Mais comme on est toujours en IPB, on a moins de débit que ce qu'on peut avoir sur un R3. Alors les débits sont indécents sur un R3 ou un R5, c'est vraiment beaucoup trop, même pour de l'H265. Donc super qualité, normalement, mais comme on est sur un log qui transmet pas toute la qualité, donc c'est un petit peu dommage. Mais voilà, là on est en 340 mégabits par seconde, c'est vraiment plutôt pas mal, hein. C'est mieux que ce que fait Sony. Et c'est mieux que ce que fait aussi Panasonic. Après, voilà, est-ce que c'est évidemment beaucoup mieux, genre, je sais pas, mais au moins vous aurez un débit qui est plus élevé. Donc voilà, vous voyez tout ça ici, donc avec donc 340 qui est le débit qui est 2 fois plus élevé que 170 puisqu'ils ont calculé ça. Donc en IPB léger, ils sont pas fait chier, ils ont fait la même chose qu'en IPB normal, mais en fréquence d'image plus faible. Donc en fait, ils calculent que s'ils prennent pour 30 images par seconde 170, lorsqu'on passe à 60, on a un débit 2 fois plus élevé. Le timelapse, comme il est en all high, il est à 470 mégabits par seconde, et c'est même pour le timelapse du R3 qui est ici, c'est un débit qui est au final plus faible que la vidéo enregistrée normalement. Je crois que lui, il peut aller vraiment très très loin. Je ne vais pas dire combien parce que je m'en souviens pas, j'ai un carnet quelque part, mais il n'est pas ici. Donc il n'y a pas d'enregistrement sur deux cartes, bien évidemment, puisqu'il n'y a pas deux cartes. Voilà, ce sera un petit truc un petit peu dommage. Et potentiellement, ça peut poser des problèmes d'avoir la carte qui est au niveau de la batterie, parce que, comment dire ça, l'au-dessous de l'appareil photo, lorsque vous filmez, c'est peut-être un truc où, par exemple, si vous êtes sur gimbal, bon, après, vous pouvez mettre une powerbank dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est... Bah non, c'est pas la batterie dont je parle, c'est la carte. Donc si vous voulez la changer, il faut enlever le gimbal, ou, comment dire, ça bien avoir de l'espace en dessous. Ce ne sera pas forcément le cas pour une gimbal, mais si vous avez, par exemple, un rig vidéo qui vous empêche d'avoir de la place en dessous, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Sortie HDMI, donc, il n'y a pas indiqué ce que c'est, sortie... Voilà. Donc, contrairement au R6 Mark II, donc c'est toujours du micro HDMI, hein, mais on n'a pas la sortie en RAW sur l'Atomos Ninja 5 Plus. Donc elle est bien les séparer. Donc voilà, de ce côté-là, on va avoir tout ça. Alors il faut avoir des câbles qui sont quand même assez bons sur les Canon, puisque comme on est sur du micro HDMI, la plupart des câbles de base ne sont pas faits pour faire ça, donc il faudra bien choisir ces câbles HDMI lorsque vous voulez enregistrer en externe. Voilà. Donc on a tout ça. C'est bizarre ces types d'enregistrement. Puis voilà, tac tac, mise au point, Je regarde un peu ça et on fait la petite conclusion après. Si je vois pas de choses intéressantes à dire en plus. Interface USB-C, donc voilà, on a de l'USB-C.
Power Delivery. Il faut faire attention chez Canon, je sais pas si le R6 Mark II marche sur de la Power Delivery de base, mais en général il faut quelque chose d'un petit peu plus costaud en termes de Power Bank là-dessus. Mais c'est pas plus mal parce que en fait ce que ça permet c'est d'avoir une batterie qui a une durée de vie plus élevée. Parce que par exemple le R3 fait un truc assez pas usuel, hein, parce que normalement il pourrait être en jeu, comment dire ça, il devrait avoir pas besoin d'être chargé avec de la, comment dire ça, la power delivery élevée. Sauf qu'il utilise, comment dire, 5 ampères. Alors que d'habitude c'est 3 ampères et en fait il a besoin d'un voltage moins élevé. En fait ce que ça fait tout simplement c'est que ça préserve plus la batterie quand ça la charge, mais du coup ça la charge pas plus vite qu'autre chose. Donc voilà de ce côté-là. Et donc c'est pareil pour le R6, mais je sais pas si c'est le cas pour le R6 Mark II ou pour cet appareil photo. Donc voilà, on a SDXC, HS2. Mais si vous prenez des SDHC, ben vous serez en FAT32. Donc évitez les cartes qui sont 4 Go notamment, parce que vous aurez ce problème de 4 Go, 4 Go, 4 Go, qui est un petit peu pas cool lorsque vous faites du montage vidéo. Hop. Donc voilà. Donc la batterie c'est bien la LPE17, voilà, ce que j'avais dit. Il y a, comme d'habitude chez Canon, parce que justement cette Power Delivery ne veut pas marcher correctement, il y a toujours le chargeur de batterie, donc c'est une politique qui est un peu bizarre pour de la Power Delivery, mais au moins, contrairement au Panasonic S5 II, à la 7 IV, au Fujifilm X-H2, X-H2S, on a la batterie qui fournit, enfin le chargeur de batterie qui fournit. Et c'est quelque chose de cool. Donc voilà, accessoires. Donc on va voir bien évidemment la sangle. Donc ça c'était ce qui était indiqué au début. Et on a fini. Donc là il y a tous les petits trucs à lire. Tac tac tac. Que Canon ne veut pas forcément que vous sachiez directement et que vous puissiez rechercher vous-même. Donc voilà, le Canon EOS R8, qu'est-ce que j'en pense au final? C'est que c'est vraiment plutôt bon, mais moi comme j'ai un Canon EOS R3, bien évidemment, je ne me vois pas avec un appareil photo comme le Canon EOS R8. Il en reste que pour les performances qu'il a, on peut bien se passer d'un viseur très défini. Et voilà, il est vraiment très compétent. La plupart des choses que fait le R6 Mark II, voire même toutes pratiquement, il les fait, à part le RAW en externe. Mais bon, ça, on est très peu de gens à trouver ça intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant dans le RAW, c'est surtout que comme on n'a pas de gestion des couleurs, si on veut faire par exemple du fond vert, même s'il faut retransmettre ça dans un fichier qui est plus léger, plus facile à lire pour un ordinateur, par exemple du ProRes 444, eh ben, on a quand même les informations dans le fichier RAW sur le R6 Mark II qu'on va pas voir ici. Mais voilà, pour genre juste 1800 €, franchement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, boîtier plus petit, tropicalisation un petit peu plus compromise, batterie plus petite, pas de carte SD, un viseur moins défini, donc le même que le Canon EOS R7, un boîtier plus petit, mais c'est peut-être un avantage pour vous qui est plus léger, donc ça peut être intéressant. La construction sera, je pense, la même que le R6 Mark II, à savoir comment dire ça, c'est du polycarbonate, mais fait d'une certaine façon qui fait que le boîtier est quand même assez solide. C'est polycarbonate sur une armature en fibre de verre, donc c'est de la fibre de verre avec du plastique polycarbonate, donc de haute constitution, qui est coulé dessus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de plutôt pas mal, hein. C'est presque aussi qualitatif que de la fibre de carbone au final. Et du coup, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'une des grosses différences qu'on va avoir, puisque le système autofocus sera le même que sur le R6 Mark II, donc même performance, les mêmes types d'enregistrement, peut-être à quelques détails près. Voilà, on a tout ce qu'il y avait, même le 180 images par seconde qu'on a sur le R6 Mark II. Mais on n'a pas la stab sur le capteur. Et c'est un des avantages, mais ça peut être un avantage aussi, à savoir que déjà, si on veut pas, cet appareil photo n'aura pas de wobbling. Ça semble être obligatoire, mais par exemple, si je prends mon Canon EOS R3, il est en stabilisation synchronisée avec l'objectif. Mais dès que j'enlève la stabilisation, je peux pas l'enlever déjà du boîtier lorsque j'ai cet objectif dessus, c'est que je peux juste enlever toute la stab.
Donc je ne peux pas avoir que la stab sur l'objectif, alors que sur le R8, je pourrais avoir la stab du 14 mm que sur l'objectif, donc potentiellement une stabilisation un peu moins bonne, mais peut-être avec la stabilisation électronique plus la stabilisation sur l'objectif seulement, pas de wobbling, et une stabilisation vraiment qualitative, puisque la stabilisation électronique seule de Canon marche vraiment très bien, notamment sur la C70, ou même sur le premier Canon EOS R, et donc c'est peut-être potentiellement un avantage de ce côté-là. Un autre avantage, c'est lorsque vous faites de la vidéo et que vous êtes dans des situations où, comment dire ça, la stabilité est très compromise et vous avez besoin, comment dire ça, pas de stabilisation ou enfin d'un système de stabilisation externe. Par exemple, lorsque vous êtes sur une voiture, avoir un capteur stabilisé c'est très très mauvais parce que c'est magnétiquement, comment dire ça, bloqué. Donc vous pouvez vous dire que ça marchera, mais en fait les coups très forts vont faire que le capteur va se décaler. En fait, et il va avoir des mouvements où il va bouger, il va se recaler, ce qui n'est pas agréable et qui marche beaucoup mieux avec pas de stabilisation sur le capteur. Mais après, en tant que non professionnel qui va utiliser son appareil photo de temps en temps comme ça, avoir ce souci avec un capteur stabilisé comme le Canon EOS R6 Mark II, ça n'arrivera pas. Donc voilà, vous aurez des performances qui sont moins la stabilisation sur le capteur, équivalente à ce que peut faire un R6 Mark II. Et comme déjà dit par d'autres personnes, plus vous allez loin en téléobjectif, moins la stabilisation sur le capteur devient importante. Donc voilà, ça peut être utilisé très très bien avec juste les stabilisations dans l'objectif. C'est juste que les performances dans le viseur ou les choses dans le genre sont un peu moins bonnes, et bien évidemment vous aurez à avoir plus de batterie, ou de quoi les recharger très très vite sur vous, comme une powerbank de qualité, donc pas les powerbanks de base. Hein. Et puis voilà. Donc, ça sera tout à peu près sur le... Tout à peu près, parce que j'ai déjà fait une vidéo qui est assez longue, 55 minutes, hein, oui, c'est quand même déjà pas mal, sur ce Canon EOS R8, qui se vendra très très bien, je pense, hein, même peut-être pratiquement mieux que le R6 Mark II. Ce sera un appareil qui fonctionnera super bien, je pense, avec un R7, qui comblera très très bien. Les deux appareils photo sont plus ou moins au même prix, il est un petit peu plus cher que le R7, mais si vous voulez utiliser du téléobjectif ou des choses dans le genre, et à la fois avoir un petit peu de grand angle, vous pourrez avoir les avantages du plein format, et à la fois avoir les avantages de l'APS-C. Donc moi je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute des performances de Canon par rapport au R3 ou même encore du R8, eh ben, vous pouvez mettre des commentaires et j'y répondrai forcément. Et je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil après cette très longue vidéo.